bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième jour du forum Smart City de la Tribune. On est ravis, on a attendu quelques minutes que la salle s'est remplie et on est ravis que vous soyez plus nombreux qu'à 9 h, c'est pour ça qu'on a attendu quelques minutes. On va avoir une journée assez chargée, j'espère que vous pourrez y assister en totalité avec beaucoup de débats passionnants, très orientés technologie par rapport à la journée d'hier pour ceux qui y ont assisté. Et donc on va commencer aujourd'hui par une table ronde qu'on a voulu intituler avec Dominique Pialot, qui est rédactrice en chef adjointe en charge des villes et de l'énergie à la Tribune. On a voulu monter cette table ronde pour se dire, est-ce que la France, finalement, qui a toutes ces entreprises importantes qui travaillent dans le secteur de la ville, qui a de grandes métropoles assez dynamiques, il y a eu ce phénomène de la métropolisation, il y a plein de laboratoires de la ville en France, est-ce que la France peut être une championne du monde de la Smart City? Et pour en parler, donc est-ce qu'il y a un modèle français? Est-ce qu'on peut l'exporter? Et est-ce qu'on peut imaginer effectivement dans ce domaine où on n'est pas seulement dans l'industrie mais dans les services, avoir une excellence? Pour en parler, on va accueillir autour de nous Albert Asseraf, directeur général stratégie, data et nouveaux usages chez Deco. Merci de nous rejoindre sur scène et de vous asseoir. Régis Châtelier, qui est chargé d'études prospectives à la CNIL. Bonjour. Patricia Criffo, qui est professeure à l'Université Paris-Nanterre et l'École Polytechnique et qui nous racontera ça, est co-responsable de la chaire Finances durables et investissements responsables. Gabrielle Gauthier, qui est directrice des investissements et du développement local à la Caisse des dépôts. Alexandre Missoff, qui est directeur général de Paris-Île-de-France, capitale économique. Et Delphine Voussen, qui est directrice Smart Cities du groupe Orange. Voilà, on avait également convié Monsieur Wolf, qui est en charge de la Task Force Ville Durable au MEDEF International, mais qui malheureusement a un empêchement aujourd'hui. Donc, non, je crois que tu as fait l'introduction, Philippe. On va faire en fait un premier tour de table pour essayer de déterminer s'il y a une spécificité finalement de la ville durable française, avant de voir dans quelle mesure ces spécificités font de la France une championne, à la fois sur son propre territoire et puis évidemment également à l'export, et sur quel point, le cas échéant, on peut encore tenter de s'améliorer pour être encore plus performant. Donc Philippe, je te redonne. Voilà, le plan est annoncé. Alors ce qu'on voudrait, c'est faire un premier tour de table et puis vous interroger, vous réinterroger. Donc si on peut faire finalement quelques propos introductifs pour commencer seulement et pas faire de longs discours. On ne va pas redéfinir ce qu'est la Smart City. Je pense que tout le monde ici a en tête ce que c'est. Mais peut-être ce qui serait intéressant, c'est de s'interroger et de faire un premier tour sur quelles sont les caractéristiques de la Smart City à la française. Est-ce qu'il y a un modèle français en la matière? Et je propose de demander à Gabrielle Gauthier de peut-être introduire cette table ronde. Et évidemment, en profitant peut-être pour expliquer en quoi la Caisse est légitime particulièrement pour s'exprimer sur ce sujet. Est-ce que votre micro marche? Sinon... Voilà, celui-ci marche. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Une spécificité de la Smart City à la française. Il y a une spécificité par rapport évidemment à un certain nombre de pays qui sont engagés dans des démarches de Smart City, qui sont les pays émergents. Je pense à l'Inde, je pense à la Chine, dans la mesure où nous sommes un vieux pays qui doit se réinventer sur lui-même. Et donc, quand on a fait un petit peu d'international, on voit que les villes champignons chinoises ou les 200 villes indiennes ne posent pas tout à fait les mêmes questions que nos territoires français. La deuxième caractéristique de la France, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de grandes métropoles. Beaucoup des projets qui sont exposés là-bas naissent et concernent les villes, mais le Smart Territoire, et nous avons depuis le début produit quelque chose qui s'appelle Smart City versus Stupid Village. Nous sommes tout autant, et c'est un peu l'ADN de la Caisse des dépôts, embarqués mobilisés pour que l'ensemble des territoires, pas seulement les villes, mais l'ensemble des territoires bénéficient de
de la révolution que permettent et le numérique et la transition écologique pour se réinventer et avoir plus de liens en mobilité numérique, etc. Il y a une caractéristique, c'est la Smart City pour tous, finalement. Nous essayons de faire la Smart City pour les citoyens, pour tous les usagers, pour tous les territoires, qui concerne effectivement, ça concerne l'ensemble des secteurs de l'activité économique. Le transport est évidemment le secteur qui est le plus perméable aujourd'hui et transformé avec toutes les innovations qu'on peut voir autour de la mobilité. Un certain nombre sont exposés ici, qui concernent à la fois les métropoles mais également les villes moyennes. Bien évidemment la gestion des déchets, la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie, les écoquartiers, les écocités sont des sujets très importants. Nous sommes à la Caisse, depuis le début, nous sommes positionnés comme des concepteurs, où nous sommes très en amont avec l'ensemble des territoires, aux côtés des métropoles, des villes et des territoires, en train de réfléchir avec eux à quels sont les enjeux de territoire que permettent cette évolution vers la Smart City. C'est très important pour nous. Qu'est-ce qui est des infrastructures essentielles de la Smart City de demain? Comment la concevoir dès aujourd'hui en gardant, c'est notre ADN, la neutralité et l'ouverture à l'innovation? On a toujours l'habitude de dire le petit tout innovant de demain n'est pas né. Donc il ne s'agit pas de plaquer des solutions toutes faites. Il s'agit de préserver l'avenir. Une ville durable est une ville qui sait distinguer quelles sont ses infrastructures essentielles en termes d'énergie, en termes de numérique, en termes de mobilité. La 5G arrive. Nous sommes les concepteurs des RIP, c'est-à-dire des réseaux neutres et ouverts. Quels sont demain les RIP 3.0 des villes et des territoires à construire, capteurs essentiels, et surtout, quel est l'enjeu en termes de data? Nous sommes très attentifs, mais je crois que d'autres autour de la table vont le dire, à la CNIL, quelles sont les datas produites, quelles sont les datas d'intérêt général, quelle est la maîtrise de la data, quelle est la gouvernance locale de la data. On est au début de ça. On a fait un certain nombre d'études avec les associations d'élus sur ce sujet et nous avons investi dans un certain nombre d'entreprises dont l'objet est de préserver ou de valoriser la data, toujours en gardant à l'œil quelle est la data essentielle et quel est l'intérêt du territoire à conserver la maîtrise de sa data. Voilà un certain nombre de sujets qui nous animent, qui ne sont pas toujours au cœur des préoccupations d'un certain nombre de villes des pays émergents. Alors, vous parliez d'infrastructures essentielles, peut-être proposer à Delphine Voussen, parce qu'on en parlait déjà hier, l'une des infrastructures, évidemment, c'est le numérique, c'est la connectivité, c'est la condition, et puis c'est l'existence, le développement de tous ces capteurs, des objets connectés. Est-ce que vous êtes dirigé la Smart City chez Orange, nous dire un petit peu ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a une spécificité française en la matière, même si effectivement cette infrastructure, on s'imagine, elle est exportable et c'est une nécessité partout. Alors, on va vous faire passer un micro qui marche. Non, là je pense que c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Donc Orange sur les Smart Cities, nous intervenons à la fois en tant qu'opérateur, bien sûr, et en tant qu'intégrateur de services numériques. Et c'est bien ce double savoir-faire que nous mettons à profit de l'ensemble de nos clients, que ce soit les collectivités en direct, mais aussi les opérateurs de la ville, les acteurs du BTP. Et sur des sujets très, très vastes qui sont à la fois la gestion de la relation citoyenne, les services qu'on peut apporter aux citoyens, mais aussi la gestion, la gouvernance de la donnée, on en parlait à l'instant, depuis quelque part la collecte jusqu'au stockage, au partage et à la publication des données de la ville. Et puis sur tout ce qui concerne aussi le pilotage des infrastructures, l'IoT, les capteurs, pour aider la ville à mieux piloter l'ensemble de ces infrastructures. Si j'avais deux spécificités à donner sur la Smart City à la française, c'est d'abord, je dirais, historiquement, finalement la vision très smart qu'a la France de l'urbanisme. Et c'est un véritable atout, je pense, qu'on
qu'on exporte déjà aujourd'hui. Et juste pour donner un exemple très simple, nous avons très peu d'autoroutes urbaines. Nos places de centre-ville sont rarement encerclées d'autoroutes. Et c'est pour nous un véritable atout pour repenser quelque part la vie dans la ville. Et repenser aussi, c'est de là que s'inspire aussi la façon dont on peut développer et repenser les services numériques proposés aux citoyens. Et puis le deuxième atout, qui est aussi le premier, vous le disiez en introduction, c'est tous les grands champions qu'on a en France des métiers de la ville, que ce soit l'énergie, le transport, opérateurs, bien sûr, intégrateurs. Donc voilà, deux grands atouts qui ne sont pas les seuls, mais de la Smart City. Merci. Albert Asseraf pour le groupe Deco. La Smart City, je dirais, ça fait partie de votre ADN. Vous faites ça dans plein de domaines et dans 75 pays. Dominique me le rappelle. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous êtes parti de la France pour réfléchir à ce qu'il faisait à l'étranger, de ce que vous aviez déjà commencé à développer, ou alors est-ce qu'il faut aussi s'inspirer, je sais que vous avez beaucoup travaillé sur les modèles étrangers, s'inspirer des vrais besoins, des besoins qui émergent dans d'autres cultures, dans d'autres pays? Écoutez, moi, en tout cas, ce qui m'apparaît assez évident, et pour être aujourd'hui dans plus de 4000 villes dans le monde, on a le sentiment que la France a développé une réelle vision de ce qu'est la Smart City, et tout ça a été théorisé, qu'un certain nombre de chercheurs ont travaillé sur le sujet. Il y en a au premier rang que je salue au passage, mais avec une vraie vision de ce que doit être la Smart City demain pour les citoyens, pour leur bien-être, pour l'évolution de leurs attentes. Et il me semble que c'est l'un des pays qui a le plus avancé sur ces sujets. Alors après, c'est comment on concrétise tout ça dans le quotidien, et de nombreuses initiatives ont été prises, et Paris, mais d'autres grandes villes, Lyon, Toulouse, ont fait beaucoup d'efforts sur ces sujets, et vous êtes vous-même d'ailleurs avec cet événement la représentation du fait qu'il y ait un sujet majeur en France et que de nombreuses expérimentations sont menées. Donc au titre de JC Deco, nous c'est certain, la France est l'un des pays où on observe et où l'on participe plus à des initiatives sur la ville intelligente. Alors là où on peut parfois avoir une petite frustration, c'est qu'il est plus difficile d'expérimenter sur l'espace public en France au regard d'autres villes ou d'autres pays. Mais peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard dans la discussion. Mais en tout cas, s'il y a un des pays et quelques villes qui portent le flambeau de la ville intelligente avec une vraie vision et une vraie logique pour le futur, il me semble que la France est vraiment dans le peloton de tête. On va y revenir dans le deuxième tour de table. Peut-être Régis Chastelier sur la CNIL. Il y a eu un rapport de la CNIL sur la Smart City qui est assez récent. Est-ce que c'est assez récent que la CNIL s'intéresse au sujet, ou alors vous regardiez depuis longtemps mais vous vous êtes dit là c'est le bon moment, la data, on en parle, c'est la Data City d'abord que vous prenez en compte? La donnée, c'est c'est le cœur de métier de la CNIL, donc on s'intéresse au sujet de la Smart City ponctuellement par différents dossiers depuis très très longtemps. Mais effectivement, on a fait le choix cette année avec le pôle innovation études et prospectives de publier un cahier vraiment d'innovation et prospective sur ce sujet, pour aller un petit peu plus loin, pour explorer les différents enjeux de données, les différents enjeux de société qui sont posés par le terme de la Smart City, pour plusieurs choses, parce qu'effectivement c'est un sujet qui est vaste, qui en englobe beaucoup, c'est-à-dire que la ville, ça reste, c'est l'ensemble des problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien. Mais c'était l'occasion aussi pour nous de nous poser et d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion, et voilà, de poser toutes ces questions. Donc par rapport à la Smart City à la française, déjà, quelle serait la différence du point de vue de la CNIL? Et c'est un cadre qui peut être porteur, c'est qu'on est dans un cadre juridique qui est protecteur de l'individu et qui fait que la Smart City à la française s'est construite dans un cadre qui respecte in fine l'individu et les droits des individus, c'est-à-dire les droits à l'intimité, les droits à la vie privée, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les acteurs français qui se sont construits dans ce modèle-là, quand ils partent à l'export, que ce soit en France ou en Europe, ils sont basés sur un modèle qui est finalement respectueux des individus. C'est ce qu'on a essayé de montrer dans notre cahier, c'est qu'il y a
parfois un imaginaire de la ville numérique où finalement l'individu ne serait qu'un paramètre parmi d'autres, ou un smartphone avec ses capteurs. Et ce qu'on voit, c'est qu'il est important de le prendre en compte tout le long de la chaîne en respectant ses droits. Et le fait d'être capable d'innover et de produire des services innovants dans ce cadre respectueux, finalement, fait des acteurs français des acteurs qui ont une vraie force. Et le deuxième point, c'est la question de la gouvernance des données dont on a parlé. C'est ce qu'on a essayé d'explorer dans ce cahier, où on est sorti un petit peu du seul individu pour penser un petit peu la collectivité et le lien de la collectivité à ses acteurs au centre l'individu, et voir comment aujourd'hui dans la gouvernance de la donnée on voit qu'il faut réorganiser finalement les transferts de données d'un acteur à l'autre, de l'acteur privé à l'acteur public. On connaît l'open data, également les notions de données d'intérêt général. Et on a essayé d'explorer ça pour pousser quelques scénarios, pour essayer de comprendre finalement comment on pourrait réussir, tout en restant dans un cadre respectueux de la vie privée des individus, à savoir capitaliser finalement sur ces gisements de données qui sont produits dans la ville pour produire les meilleurs services, pour produire le service public, et voilà, etc. Merci, je reprends le micro. Patricia Créfaux, alors vous, avec votre regard académique, est-ce que vous distinguez des spécificités de la ville durable en France versus ce qu'on peut voir émerger ailleurs dans le monde ? Oui, tout à fait. Ce qui est assez intéressant quand on regarde la question d'où je parle, moi je suis économiste, on s'aperçoit que le sujet de la Smart City à la française, il est vraiment passionnant pour deux raisons principales. La première d'abord, c'est qu'en France on a une espèce on est un petit peu à l'avant-garde quand même des sujets en matière de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance, qui sont des dimensions qui sont essentielles dans la Smart City. Donc sans vouloir faire une intervention un petit peu trop académique, mais c'est vrai que définir la Smart City, c'est quand même prendre en compte tout un tas de dimensions de l'environnement, du numérique, de l'innovation, de la gouvernance, mais aussi du social. Et en France, on a une expérience en la matière qui est assez ancienne. Par ailleurs, il se trouve que réussir en matière de Smart City, c'est aussi combiner un certain nombre d'enjeux au-delà de la contrainte réglementaire pour aller un peu plus loin, pour en tirer des opportunités économiques. Et c'est vrai qu'en France, on a des entreprises qui sont assez bien positionnées là-dessus, qui ont l'habitude de gérer ces différentes dimensions et qui se positionnent plutôt bien. Alors pour vous donner maintenant quelques chiffres assez simples, pour le cas particulier de Paris, si on se place sur la dimension uniquement énergétique, que ce soit en termes de consommation d'énergie ou en termes de coût moyen de l'énergie, Paris, en moyenne, fait 2 fois mieux qu'un certain nombre de ses concurrentes très respectables, que sont New York, Londres, Varsovie, Tokyo. Et ça, c'est quand même assez notable. Donc, c'est un peu la même chose en matière sociale, en matière numérique. On a un positionnement en France assez avant-gardiste. La France se place parmi les 10 premiers pays leaders en la matière sur la combinaison de ces différentes dimensions. Alors on peut faire moins bien sur certains aspects que d'autres, mais en moyenne on est quand même assez bien positionné par rapport à nos homologues des pays de l'OCDE, et ça c'est un vrai atout majeur sur le plan institutionnel et économique. Merci beaucoup Patricia. Alexandre Missoff, alors non seulement il y a une spécificité de la ville durable à la française, mais il y a également un contexte particulier depuis quelques années et pour encore quelques années avec le Grand Paris, la cerise sur le gâteau que sont les JO, et qui constitue finalement une parfaite vitrine de cette ville durable et également un parfait terrain d'expérimentation. Comment est-ce que vous articulez ça, vous, avec les atouts français sur la ville durable? Alors, peut-être rappelez-nous ce que vous faites, ce que fait l'agence. Oui, alors rapidement, donc Paris-Île-de-France Capitale Économique, c'est une association qui rassemble un certain nombre d'acteurs, tous impliqués dans le projet du Grand Paris. Et l'objet de notre association, c'est à la fois d'aller attirer des investissements internationaux sur le Grand Paris et de faire la promotion de ce projet à l'international. Donc on a un certain nombre de représentants, d'adhérents de l'association qui sont autour de cette table ronde. Et vraiment, notre objet, c'est de montrer cette dimension systémique. Et d'ailleurs, je crois que dans les interventions, quand on a interrogé chacun sur qu'est-ce que la Smart City, c'est intéressant de voir qu'automatiquement, vous avez fait un glissement entre Smart City et ville durable. Donc le Smart n'est pas Smart simplement pour le plaisir d'être intelligent, il est Smart parce que ce sont des technologies qui viennent
dans le pourquoi du développement des villes qui reconstruisent la ville sur la ville. Et cette dimension holistique dans laquelle l'ensemble des systèmes technologiques font système dans le Grand Paris. Je pense que le Grand Paris, par rapport à cet enjeu, a quelque chose de particulier, qui est que son ampleur nous oblige à réinventer nos modèles, à être inventifs. Et cette inventivité qui est subie presque par l'ampleur du projet, parce qu'on ne peut pas faire le Grand Paris comme on faisait les projets avant. L'ampleur des sujets qui nous sont adressés nous impose d'être imaginatifs. 200 km de réseau de métro automatique. On va faire au cours des 10 prochaines années la même longueur de ligne de métro que ce qu'on a fait au cours du dernier siècle. C'est des chantiers d'une ampleur colossale qu'on ne pourra pas mener comme on le faisait avant. Et tout à l'heure sur la Smart City, immédiatement les technologies, le lien s'est fait sur la dimension systémique de ces ensembles. Il y a les Smart Cities en matière de transport, les Smart Cities en matière de bâtiments, les Smart Cities en matière d'énergie, les Smart Cities en matière d'approvisionnement énergétique, en matière d'évacuation des déblais. Tout ça fait un ensemble urbain dans lequel la France, et le Grand Paris en particulier, comme en effet on ne reconstruit pas ex nihilo des nouvelles villes, mais on essaye de reconstruire la ville sur la ville, doit obligatoirement se poser la question des moyens pour y parvenir. Moyens qui sont des moyens technologiques à travers la Smart City, qui sont des moyens techniques, qui sont des moyens de process, qui sont aussi des innovations administratives, parce que quand on regarde les innovations qui sont nécessaires pour construire un projet de l'ampleur de celui du Grand Paris, finalement on voit quoi? On voit que la Directe a été obligée d'adapter ses processus pour être en mesure de fournir les clauses d'insertion et les structures de formation nécessaires à l'accomplissement des chantiers. On voit que France Domaine a été obligé d'adapter son fonctionnement parce que son système d'indemnisation des acquisitions en tréfonds n'était pas capable de répondre aux besoins. Donc l'administration des domaines, l'administration de Bercy, l'administration du Direct et l'administration du ministère du Travail ont été obligés d'inventer. Donc le Smart City, il est technologique, mais il est aussi dans les process. Et à travers tous ces éléments, on a quelque chose, le monde, je crois que c'est Christian Niborel qui l'a rappelé hier, il y a 500 villes de plus d'1 million d'habitants sur la planète, depuis l'année dernière. Sur ces 500 villes, il y en a 300 qui n'ont aucun réseau de transport structurant. Elles vont s'en doter, elles vont s'équiper, elles vont se développer de ce point de vue-là. Et elles vont regarder ce qui se fait ailleurs. Alors pas comme un modèle pour le copier en se disant les Français sont les meilleurs, on va faire pareil, mais comme des sources d'inspiration. Et à travers le Grand Paris, à travers les Smart Cities qu'on mobilise dans ce projet, à travers les Smart Grids qui sont mises en œuvre pour permettre d'atteindre ce but, on a quelque chose à montrer au monde. Et le Grand Paris bénéficie d'une attention tout à fait spectaculaire à travers la planète. On reçoit des délégations étrangères et quand on est dans des opérations de promotion à l'international, on voit qu'on a énormément d'attention de la part du monde et il faut qu'on profite de cette attention dont bénéficie le projet du Grand Paris pour mettre en valeur nos savoir-faire. Merci Alexandre. Gabriel Gauthier, peut-être revenir à vous. Comment est-ce que les acteurs français tirent parti en fait, de cette opportunité du Grand Paris pour parfaire encore ses savoir-faire en matière de ville durable? Écoutez, la France, la France, elle a des atouts forts. Elle a un certain nombre, on l'a dit, un certain nombre de champions mondiaux hein, dans les services urbains. Un certain nombre sont autour de la table. Elle a un écosystème florissant de start-up en même temps. Et elle a, on le disait, une tradition, une tradition d'urbanisme, d'architecture, d'aménagement, et de développement durable qui associe les habitants. Alors, comment est-ce que on peut tirer parti de tout ça? Bon, déjà, nous à la Caisse, on essaye d'accompagner, et la Smart City est la quintessence de ces transitions écologiques, on l'a dit, numériques, démographiques. Hein, il y a la jeunesse et le vieillissement de la population sur les territoires, et évidemment territorial. On essaye d'être un monteur, développeur de projets de long terme. On est investisseur toujours minoritaire, à impact. On mesure toujours ce que nous faisons, on l'a dit, en termes, et on essaye d'attirer d'autres investisseurs à impact. Et de plus en plus, ça va compter. Il y a un changement majeur. Il n'y a jamais eu autant d'argent pour investir. Hein. Il y a un fonds d'infrastructure qui se crée chaque jour, et il n'y a jamais eu aussi peu de projets bancables. Donc c'est quand même un vrai sujet, à la fois pour nos territoires, également pour les territoires émergents, puisqu'on essaye toujours d'avoir cette idée d'accompagner les entreprises françaises dans la construction de ce qu'elles peuvent faire à l'international. On vient de monter un fonds d'infrastructure commun à la Caisse, doté par la Caisse à 80%, mais également par l'AFD, avec l'AFD, pour accompagner le développement
smart d'un certain nombre de pays émergents en investissant. Ce qui est durable est quelque chose dans lequel qui a un équilibre économique. Donc on essaye toujours dans ce qu'on fait d'essayer de trouver et de donner un équilibre économique pour que ça soit durable. Au début, on finance des démonstrateurs. On est par mandataire de l'État pour gérer un certain nombre de fonds de subvention, mais ceci n'a qu'un temps. Écoquartier, écocité, ville de demain et en ce moment territoire d'innovation de grande ambition. Donc ça permet de faire émerger des projets, de financer ou de subventionner au départ des démonstrateurs, mais tout de suite on a en tête que ce qu'on construit de durable derrière et tout de suite on a en tête que ce qu'on construit de durable qui n'enferme pas et qui libère les énergies d'un territoire, qui n'enferme pas. On n'est pas là pour promouvoir l'offre de telle et telle et telle entreprise, on est là pour construire les infrastructures essentielles dans les réseaux, dans la data de demain, qui permettront de libérer les énergies et l'innovation de demain. C'est plus vite dit que fait, c'est pas très simple, mais c'est ça la promesse, en tout cas, de l'engagement de la Caisse des dépôts. Ceci, dans les métropoles, on ne néglige pas les métropoles, mais par exemple, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont là et qui sont exposées, Clem, Zenbus, Spalian, qui permet de co-construire la ville avec les habitants, co-construire des quartiers de ville. La force de la multitude par le numérique pour co-construire la ville est extraordinaire. Un quartier de ville se construit en interrogeant les habitants. Donc le citoyen est acteur du développement de sa ville. Il est parfois financeur avec le crowdfunding. Nous sommes en train de monter un fonds avec l'ADEME qui s'appelle ENR Cité, qui va financer ou cofinancer aux côtés de plateformes de crowdfunding des projets d'ENR citoyens. Tout ça se fait en essayant d'imaginer ce qui est durable, mais ce qui est ouvert, ce qui est essentiel. Voilà, alors, pour rentrer un peu dans le vif du sujet de la France championne du monde, avec peut-être les deux industriels qui sont ici, d'abord peut-être Albert Asseraf, la Smart City à l'étranger, à l'export, c'est quoi? C'est des appels d'offres. C'est des appels d'offres évidemment où des conditions économiques, ça a été rappelé, doivent être respectées, mais également des conditions diverses qui peuvent être de l'innovation, qui peuvent être le caractère durable, répondre aux questions climatiques ou de pollution ou d'autres. Donc il y a des tas de préoccupations des villes sur lesquelles elles font des appels d'offres. Et est-ce qu'il y a, alors, soit pour vous-même, chacun de vos groupes, avec Delphine Voutaine, évidemment, comment est-ce que vous y participez et est-ce que vous pouvez imaginer, ou est-ce que vous le faites déjà, d'y aller, comme on dit, chasser en meute, comme on dit en Allemagne, ou comme on dit de plus en plus, comme l'aurait dit le MEDEF, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut y aller groupir et essayer de montrer cette excellence française dans le domaine de la Smart City? Alors il y a deux questions différentes. La première concerne la nature des marchés à l'étranger autour de la Smart City. Et on le disait tout à l'heure, on peut avoir évidemment des maturités très différentes entre les villes. Nous avons en ce moment des projets très importants sur des marchés avec des pilotes, par exemple à Hong Kong, à Tel Aviv, à Bangalore. On voit bien qu'on n'est pas sur du tout les mêmes préoccupations parce que la maturité de chacune de ces villes en termes de transport, en termes de données, en termes de respect d'un certain nombre de libertés individuelles n'est pas du tout sur les mêmes niveaux. Donc nous, on doit en permanence adapter nos offres, nos produits, nos réponses à des marchés publics, parce que partout nous répondons à des marchés publics, hein, quels que soient les pays, aux attentes de chacune des villes. Si on devait montrer peut-être une petite particularité française avant de... Je vois que c'est un téléphone récalcitrant. Si on doit parler d'une petite particularité française, c'est qu'on a l'obligation aujourd'hui de travailler en open innovation. Avant de parler de comment des grands groupes pourraient travailler ensemble, je vous donne un exemple. Avant d'arriver dans cette salle tout à l'heure, donc à 9h-5, un monsieur est venu très aimablement me voir pour me dire je voudrais absolument vous remercier parce que nous allons réaliser un pilote avec JCDecaux sur, alors je vous cite le sujet, hein, et il est dans la salle évidemment, sur la captation de CO2 par du mobilier urbain, et il est spécialisé dans la production industrielle de biomasse algale. Donc ça vous montre que sur tous les sujets qui peuvent être liés à la manière de réduire la pollution en ville de quelque façon que ce soit, on travaille sur des pilotes, on travaille sur des expérimentations, et tout ça a un coût élevé. Et donc l'innovation a un coût, et il faut aussi que les marchés publics en France et dans le monde en tiennent compte. Mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Pour le fait de chasser en meute, comme vous le dites, tout dépend de la nature des marchés publics. Aujourd'hui, ils sont plutôt segmentés
allotis sur des fonctions très spécifiques. L'énergie, la mobilité, le mobilier urbain avec des fonctions dédiées, la donnée. Et donc, avant de pouvoir travailler sur des réponses groupées, encore faudrait-il que les marchés publics eux-mêmes aient une vision parfois transversale d'un certain nombre de sujets, mais c'est très compliqué parce que vous limitez dans ce cas le nombre de répondants possibles, ou alors il faut des groupements systématiques. Donc on n'en est pas encore au stade où on travaille ensemble pour répondre à des marchés. En revanche, je pense que nous aurions tout intérêt en France à travailler ensemble pour réfléchir à ce que peut être la ville de demain entre les entreprises, en se disant que le partage de données n'est pas toujours d'une confidentialité telle qu'on ne puisse pas se parler. C'est parfois la petite limite qu'on a entre nous. On aime bien écouter les autres, on se livre sans doute un peu moins soi-même. Donc je pense qu'il faudrait sans doute que collectivement, on ait peut-être plus de dynamique de réflexion sur la ville intelligente. Alors, on va continuer sur ce sujet avec Delphine Houten. Vous disiez qu'Orange est un intégrateur de solutions Smart City. Un intégrateur, ça peut être évidemment toute seule, enfin, le groupe Orange seul dans des villes, mais ça peut être aussi avec d'autres. Même question, donc, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Alors c'est rarement Orange seul. Effectivement, quelque part, c'est l'approche systémique aussi dont on parlait tout à l'heure qui nous amène à travailler de façon de plus en plus transversale, et c'est là qui est vraiment la valeur de la Smart Cities. Donc aujourd'hui, déjà en France, sur nos propres marchés, on travaille de plus en plus en partenariat avec les différents acteurs, les différents métiers de la ville. Donc à la fois dans l'approche et les métiers, et aussi dans les solutions technologiques qu'on peut apporter. Effectivement, Orange a ses propres offres, mais intègre aussi dans des plateformes ouvertes les solutions technologiques de partenaires de solutions. Donc cette approche, on l'a en France, et effectivement, il faut qu'on la déploie de plus en plus à l'international. Et cette expression de chasser en meute est juste, qu'on utilise nos vitrines, qu'on utilise nos succès. On parlait tout à l'heure du Grand Paris. Il y a un très beau concours qui s'est terminé récemment, Inventons la métropole du Grand Paris, où c'est plusieurs dizaines de sites dans l'intégralité du Grand Paris qui ont été mis en concours, et où plusieurs et énormément de groupements se sont justement constitués pour répondre sur des projets immobiliers à l'échelle de tel ou tel quartier du Grand Paris. Et finalement, ces vitrines, ces réalisations-là, on doit aussi les utiliser à l'étranger, et les différents partenaires technologiques qu'on a, on doit aussi les emmener avec nous. Nous, à l'étranger, on travaille essentiellement sur le Moyen-Orient et l'Afrique. Et encore dernièrement, là on est en train de développer un grand projet de Smart City à l'échelle d'un quartier multi-usage au Qatar. Et bien, dans ce quartier, et en tant qu'intégrateur, on a emmené des sociétés, des PME françaises qu'on avait nous-mêmes testées sur certains de nos bâtiments professionnels. Donc oui, complètement en phase avec cette ambition. Merci Patricia Criffo, puisque vous avez un regard un peu extérieur. Est-ce que vous avez l'impression que le fait d'avoir justement des champions d'échelle internationale, ça les pousse parfois peut-être à justement penser qu'ils sont un peu qu'ils n'ont pas besoin de s'allier avec d'autres acteurs, et avoir moins cette culture finalement du groupement, du consortium que peuvent l'avoir d'autres pays. Et puisqu'on est dans les aspects plus culturels, plus soft, on va dire, du sujet, puisque vous allez bientôt créer, vous, un master à l'École Polytechnique sur la thématique Smart City et Urban Policy, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, il y a une forme de déficit quand même dans les formations sur ces sujets, qui peut ensuite expliquer certains biais culturels qu'on a par rapport au sujet de manière collective? Oui, alors je vais répondre à votre question. Je vais commencer par la deuxième, et puis je rebondirai sur la première, parce qu'effectivement elles sont liées. Alors sur l'aspect formation, c'est vrai qu'il y a des formations assez spécialisées qui existent avec des diplômes excellents en urban planning, dans des écoles d'architecture, ou sur des domaines d'ingénieurs en fait assez spécialisés, mais des formations qui ont un côté pluridisciplinaire, qui mixent à la fois la dimension ingénieur, architecte, planning et économie sociale, gouvernance, ça n'existe pas en fait. Donc je me suis renseignée, à quelques exceptions près, il y a un consortium d'universités en Europe qui a lancé une formation de ce type-là, vraiment pluridisciplinaire, pour aborder tous les enjeux de la Smart City au sens du développement durable.
Donc il y en a une en Europe qui existe. Il y a une formation un petit peu dans le même esprit à Londres. Et puis aux États-Unis, absolument rien. En fait, il y a des modules. C'est tout. Donc les étudiants peuvent s'inscrire, choisir tel module, mais c'est à la carte et il n'y a aucune formation vraiment englobante et pluridisciplinaire. Et ça, c'est quand même assez frappant. Je pense que c'est un vrai enjeu pour la Smart City de pousser des formations qui soient vraiment beaucoup plus larges. Alors, je vais parler pour mon institution. Donc, je monte un diplôme à l'école polytechnique dans lequel on a justement cette préoccupation d'intégrer les sciences de l'ingénieur, mais aussi les sciences économiques et sociales autour du thème Smart Cities and Urban Policy. Et c'est vrai que c'est assez nouveau, il va ouvrir là à la rentrée 2018, mais on attend, on espère qu'on va attirer des étudiants, mais il y a un déficit d'information aussi, c'est-à-dire que les étudiants, finalement, face à l'absence de formation de ce type-là, ne se renseignent pas forcément et ont du mal à être vraiment orientés. Donc ça, c'est un enjeu, je pense, assez important en termes d'éducation nationale, d'enseignement supérieur. Pour les entreprises, on retrouve un peu la même chose. En fait, les grands groupes sont assez sensibilisés, très prometteurs, très en avance, mais les PME, c'est plus difficile. Et donc et pourtant, elles ont des vrais leviers de compétitivité derrière. Peut-être qu'on pourra en reparler un peu plus tard. Mais voilà, là-dessus justement, mais évidemment Gérard Wolf n'a pas pu venir avec nous. C'est ce qu'essaye de faire MEDEF. Il a lancé un appel, une table ronde. Nous étions avec Gabriel Gauthier à l'université d'été du MEDEF pour essayer de susciter des vocations au niveau du tissu des PME pour accompagner les grands groupes, les start-up, etc. Donc il y a effectivement un travail de mobilisation à faire. Exactement, qui est vraiment très important. Et le message très important que j'aimerais faire passer aux PME, s'il y a des dirigeants de PME dans l'audience, c'est qu'en fait les bénéfices, la rentabilité, les rendements attendus de ce type d'initiative sont très importants. Donc moi je suis économiste, j'ai mené un certain nombre d'études, notamment pour France Stratégie, sur le sujet, qui montrent que les gains de compétitivité pour les PME, c'est de l'ordre de 10 à 20% sur leur productivité, les profits, le chiffre d'affaires, des choses comme ça. Donc c'est quand même assez... toutes les dimensions de la Smart City confondues. C'est vraiment un pari économique extrêmement payant, à très court terme, à très long terme. Pour les PME, pour les grands groupes, pour tous les acteurs économiques en fait impliqués. Merci Patricia. Alexandre, vous voudriez... Là-dessus, en effet, peut-être juste un témoignage. Il y a un peu moins d'un mois, on a fait une délégation autour du Grand Paris à New York, au cours de laquelle il y a les micros qui marchent, les micros qui ne marchent pas, les micros qui marchent de près, de loin, autour de laquelle on a amené un certain nombre de grandes entreprises. Donc là, on était vraiment dans le chasser en meute. Et ce qui était intéressant pour nos interlocuteurs, c'est qu'on arrivait avec une diversité de solutions, avec des acteurs comme Vinci, avec des acteurs comme ICAD, avec des acteurs comme Accenture, avec des acteurs comme Engie, qui pouvaient présenter la globalité des solutions pour la ville. Parce qu'être smart, c'est, au sens propre, c'est être intelligent. Et en effet, ce qui intéresse nos interlocuteurs, c'est comment est-ce que, sur cette intelligence, on arrive à faire l'impact sur le territoire. Et finalement, puisqu'on parle d'intelligence, dans le Grand Paris, il y a quelque chose qui est tout à fait parlant pour les interlocuteurs étrangers auxquels on s'adresse, c'est que la construction des villes, elle est un peu comme votre cerveau. C'est un outil formidable, mais on ne l'utilise jamais qu'à 10% des capacités. Et à travers la construction du réseau du Grand Paris Express, et à travers la construction du projet du Grand Paris, c'est justement cette idée d'utiliser l'intégralité des potentiels qu'offre un territoire à travers les nouvelles technologies. Et là, on a associé justement les PME, on chasse en meute avec les grands groupes qui sont les leaders, on chasse en meute à travers un projet qui est notre produit d'appel, qui est la vitrine derrière laquelle on peut embarquer tous les savoir-faire français, avec les grands groupes et avec les PME et les pôles de compétitivité. Parce que quand Cap Digital, quand Systématique, quand Moveo ou quand Advancity ou Medicine viennent avec nous dans ces voyages et disent la construction du Grand Paris, les pôles d'excellence, c'est aussi ces pôles de compétitivité et ces PME innovantes, ça, c'est des arguments qui sont très forts pour les investisseurs et pour les décideurs publics étrangers. Merci beaucoup.
je me tourne à nouveau vers les industriels de l'étape, si je puis dire. Concernant, on va revenir, enfin rester en France en l'occurrence, sur la réglementation. Est-ce que aujourd'hui vous diriez que la réglementation est favorable à l'épanouissement de l'innovation technologique? Est-ce qu'au contraire, est-ce qu'il reste quelque forme de blocage? Bon, je m'adresse à vous, Albert Asseraf, notamment sur la place de l'évaluation justement de cette innovation dans les appels d'offres lancés par les collectivités. Est-ce que ça vous convient tel que c'est, ou est-ce que vous aimeriez quelques assouplissements? On aimerait toujours mieux. Alors, au titre de JC Decaux, une fois de plus, je rappelle que nous répondons à des marchés publics et qu'évidemment, on est dans un cadre réglementaire très spécifique. Mais pour répondre à votre question très clairement, nous, on a 200 ingénieurs qui sont tous en France, qui ne travaillent que sur l'innovation. C'est-à-dire que leur quotidien, c'est d'inventer, d'évaluer, de trouver des solutions toujours plus efficaces, toujours plus durables pour la ville qu'on est en train de préparer collectivement. Et que tout ça, on peut le dire de la manière qu'on veut, c'est de l'investissement considérable. Et on a décidé de le faire, c'est de la France que ça part et ça va irriguer dans le monde entier. Donc ce qu'on aimerait pouvoir faire en France, en effet, c'est de faire en sorte que les marchés publics, que les appels d'offres récompensent d'une certaine manière, non pas l'innovation passée, mais l'innovation proposée aux villes. Parce qu'ils avaient toujours, et c'est bien normal, des critères d'évaluation dans un appel d'offres, que ce soit la qualité de l'exécution, que ce soit les prix, que ce soit un certain nombre de critères majeurs. Mais je pense que l'innovation doit faire partie de ces critères si on veut pouvoir accélérer le fait de trouver sur l'espace public des services et des mobiliers innovants. L'un va avec l'autre. Et donc il ne faudrait pas qu'on prive, que les villes se privent elles-mêmes finalement d'une évolution majeure sur leur territoire, du fait que ce n'est pas assez primé dans les réponses aux appels d'offres. Voilà, j'essaie de le dire avec les mots les plus recevables possibles. Non, mais vous l'avez dit très bien et je pense que tout le monde l'a entendu, enfin je pense. En tout cas, ça sera répété aux collectivités. Mais vous pouvez, c'est pour ça que je le dis. C'est pour ça qu'on est là. Mais moi, je voudrais mettre les pieds dans le plat sur un autre sujet, peut-être me tourner vers Régis Châtelier qui n'a pas repris la parole depuis longtemps. Les GAFA arrivent. Enfin, ils sont là, même, sur la Smart City. Et eux, bon, la réglementation, je ne dis pas qu'ils s'assoient dessus, mais en tout cas, ils vont plus vite. On le voit dans tous les domaines. Un des grands sujets de la Smart City du futur, c'est l'appli des applis. Tout le monde en rêve, qui va nous permettre, peut-être même par la voix, de dire je veux un déplacement porte-à-porte, prends-moi les billets, Siri, intelligence artificielle, Alexa, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, bref, on voit arriver des nouveaux usages, des nouveaux services qui dépassent tout ça. Donc qu'est-ce qu'en dit la CNIL? Et est-ce qu'on ne peut pas aider? Est-ce que la CNIL est un moteur ou un frein pour les groupes français par rapport à ces préoccupations-là? Donc c'est spécifiquement un des thèmes et des axes qu'on a essayé de traiter dans notre fameux cahier sur justement l'irruption de ces nouveaux acteurs dans la Smart City. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait, enfin jusqu'à présent, on a quand même, le Smart City fonctionne par le code des marchés publics, par une vraie relation contractuelle entre l'acteur public, la collectivité et le fournisseur du service. Et avec les nouveaux acteurs, on voit qu'il y a des nouveaux entrants qui arrivent, pour reprendre une citation de Carlos Moreno, qui changent pas la vie, qui changent pas la ville en elle-même, mais qui changent la vie dans la ville pour les individus. Et on se rend compte que ces acteurs arrivent à avoir une masse d'utilisateurs suffisante pour finalement influer sur la ville elle-même, pour venir après proposer leurs propres services d'une manière qui ne passe plus cette fois par les marchés publics à des collectivités. On connaît tous ces plateformes de données, donc on connaît Waze Connected Citizen, mais plus spécifiquement aux États-Unis avec Google Flow qui est en train d'apparaître et qui est notamment Sidewalk Labs, qui est le projet dédié à la ville de Google, qui a un nouveau projet à Toronto. Mais pour expliquer, ce sont des laboratoires de villes entières développés, enfin c'est des villes, voilà, des Smart City, des villes intelligentes développées par les GAFA. Et ça pose différentes questions. Et la question qu'on a essayé de poser, c'est qu'on voit bien que pour certains, il s'agit de venir proposer des services avec des modèles économiques intégrés et finalement presque clés en main. Et on retrouve des collectivités aujourd'hui qui sont pris finalement dans le même paradoxe qu'on a pu avoir nous, chacun individuellement, au moment de savoir si on allait s'engager si on allait donner notre vie aux interfaces Android ou Apple ou Google, etc. On se rend compte qu'il peut y avoir une qualité de service telle qu'on puisse se laisser
oublier un petit peu que les termes du contrat ne sont pas toujours à notre faveur en termes de collecte de données. Et voilà, comment réintégrer finalement un peu de rééquilibrage vis-à-vis de ces questions. Et il y a deux types de réponses qu'on essaye de donner. Déjà, dans nos scénarios, on essaye de penser des systèmes de retour de la donnée à l'acteur public qui sont un peu plus cadrés. Aujourd'hui, la loi République numérique, justement, traite la question des délégations de services publics, mais pas forcément de ces acteurs qui n'ont plus de lien contractuel avec les acteurs publics. Donc ça, c'est un moyen. Mais l'autre aspect important, c'est le règlement européen à la protection des données, qui est en vigueur depuis mai 2016, mais applicable en mai 2018, et qui inclut finalement, qui va inclure des nouveaux principes qui sont assez nouveaux, qui sont finalement plus protecteurs pour les acteurs européens. À savoir qu'une des grandes nouveautés qui va apparaître avec ce règlement européen, c'est qu'auparavant, le régulateur en Europe s'intéressait aux responsables de traitement et à l'endroit où il était basé et où il collectait et traitait les données. Et avec le règlement européen, on va avoir une nouveauté qui sera le critère de ciblage, à savoir que le régulateur, cette fois européen, se posera la question de à qui s'adresse le service et non pas d'où vient le service. Et dès lors qu'il arrivera à un problème quel qu'il soit, il se posera la question, est-ce que le service s'adresse aux Européens? Donc qu'il soit basé aux États-Unis ou n'importe où ailleurs dans le monde ne sera pas la question. Et si l'autre chose, c'est que si le service s'adresse à tous les Européens, la réponse ne sera pas nationale, mais elle sera européenne. J'entends par là que s'il y a une plainte, par exemple, qui arrive en Italie, que le régulateur italien considère que le service s'adresse à tous les Européens, la réponse sera remontée au niveau européen et elle pourra avoir un niveau de sanction qui sera d'autant plus élevé, avec un maximum de sanctions qui pourra aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc ça change un petit peu la donne, on est sur des niveaux qui sont plus proches de ce qu'on connaît au niveau des autorités de la concurrence, qui ont finalement plus de poids. Donc ça change vraiment le niveau de la donne et la réponse est européenne. Et là, la troisième chose qui est importante et qui est intéressante pour revenir à l'idée de la France championne de la Smart City, c'est l'idée qu'aujourd'hui l'Europe c'est 511 millions d'habitants, les États-Unis c'est 320. Et voilà, en termes de marché, l'Europe est un marché extrêmement important à l'échelle mondiale et avec le règlement européen qui va s'appliquer d'une manière uniforme à l'ensemble des pays européens. Donc la différence d'une directive qui était transposable dans le droit national, le règlement européen fait loi au niveau européen, donc fait loi également dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. On peut imaginer qu'il y a un nouveau standard finalement, un standard européen de la protection des données personnelles qui puisse s'imposer et que finalement ce soit une force en étant basé sur ces marchés, que ce standard finalement soit d'une part parce que le règlement sera plus protecteur vis-à-vis d'acteurs qui sont extra-européens et d'autre part parce que les acteurs européens eux-mêmes sont en mesure de proposer des services innovants dans ce cadre, de pouvoir finalement faire levier et faire en sorte que le standard européen finalement soit plus important, parce que c'est plus facile de se baser sur le standard plus contraignant que de se dire qu'à chaque fois il va falloir réaugmenter son standard de protection dès lors qu'il s'agira de s'implanter par ailleurs. Donc il y a pas mal de réponses avec le règlement européen, donc c'est pour ça que l'année à venir et les années à venir seront d'autant plus intéressantes à suivre. Merci. Delphine Voussen, est-ce qu'il pourrait y avoir une Orange City comme il y a une Google City qui se construit? Comment est-ce que vous envisagez cet avenir, notamment à l'échelle de l'Europe, parce qu'il n'y a pas de marché numérique européen, il n'y a pas vraiment non plus de marché des télécoms européens, et pourtant on pourrait être beaucoup plus fort face aux États-Unis et face aux GAFA. Alors non, je le disais tout à l'heure, Orange, nous avons vraiment un positionnement sur la Smart City d'opérateurs et d'intégrateurs de services numériques et de partenaires des acteurs de la ville. Donc il n'est pas question pour nous de développer une Orange City et nous ne faisons pas de commerce de la donnée. Pour revenir sur le sujet de la réglementation, on voit vraiment cette réglementation européenne et toutes les actions menées par la CNIL comme une véritable opportunité pour nous, parce qu'on est vraiment convaincus qu'il n'y aura pas de Smart City sans confiance. Et donc avancer pas à pas, maîtriser les données et en avoir vraiment la garantie, c'est une garantie de développement de la Smart City. Donc on le voit vraiment, nous, comme une opportunité et non pas comme un frein, pourvu bien sûr que le principe de précaution s'applique à tous. C'est un enjeu essentiel. Gabriel Gauthier, vous avez sans doute quelque chose à réagir là-dessus, mais j'avais une question. La Caisse des dépôts se présente, c'est un groupe
public qui a plein d'activités aujourd'hui dans plein de domaines, se présente comme un intégrateur dans le domaine de la ville, proche des territoires, qui travaille du logement jusqu'au transport en passant par les infrastructures. Alors, je ne sais pas si le périmètre de la Caisse des dépôts sera amené à bouger, mais ça reste l'ADN quand même du financeur public que vous êtes. Comment est-ce que vous voyez votre rôle, effectivement, dans l'avenir par rapport à tous ces besoins nouveaux qu'on voit s'exprimer, qui sont multiples, et certains on ne les connaît même pas d'ailleurs, et on est en train de les découvrir au fur et à mesure. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est concepteur, investisseur neutre, encore une fois, neutre. On n'est pas là pour promouvoir l'offre de telle et telle de nos filiales. On est un groupe, certes, mais donc c'est la première chose. Deuxièmement, sur toutes les réglementations, l'impact, et notamment, je vais revenir sur la privacy. Notre promesse, et on est très sensible, comme je vous l'ai dit, à tout ce qui est data. Avant chaque investissement, on est très sensible à l'usage raisonné des données personnelles. Et dans toutes les entreprises dans lesquelles on est amené, parfois dans les investissements de rupture de la Smart City, à investir plutôt dans un esprit de corporate venture, celles qui sont là-bas exposées, Spalian, Clem, Zenbus, elles portent en elles, elles sont labellisées sur le sujet de la privacy quand nous rentrons au capital. C'est très important pour nous. C'est-à-dire que c'est une promesse qu'elles respectent et vont même au-delà. Elles ont, Dawex a dans son ADN cette promesse que dans l'échange, il y aura un usage raisonné, encadré, respectueux de la vie privée. C'est pas pour rien qu'on a investi dans Quant, qui est le moteur de recherche qui ne trace pas et qui a une ambition européenne, donc pour reparler des GAFA. Enfin, dans tout ce qu'on fait, est-ce que les normes vont être un frein ou un avantage dans tout ce qu'on fait dans la Smart City? Je pense au respect et à la très grande exigence des normes environnementales. Dans tout investissement immobilier que nous décidons, il faut que l'objet soit au maximum et au meilleur des normes, respect de la trajectoire de degré, environnementale. Dans tout investissement que l'on fait, nous compensons, la compensation écologique, et nous essayons de faire en sorte que nos co-investisseurs le fassent, ce qui est encore un peu difficile à exiger. Et dans tous les investissements que nous faisons, nous ne voyons pas que seulement l'innovation technologique, il y a l'innovation sociale. Nous sommes en train de monter, notamment pour les territoires les plus fragiles, un hub de l'ESS, donc un accélérateur d'innovation sociale et solidaire, qui peut concerner la Smart City. Je pense, nous regardons à faire un partenariat avec la plateforme WeMove, qui est une plateforme numérique qui permet, on constate qu'il y a un tiers des gens qui ont retrouvé un emploi, qui ne peuvent pas le prendre parce qu'ils n'ont pas de solution de mobilité. Ça, c'est la Smart City, de territoire. Donc, avec cette plateforme-là, nous sommes un des plus gros financeurs et accompagnateurs de l'économie dite sociale et solidaire. Et ça, pour nous, il y a énormément de choses à faire. Donc ça rejoint ce que disait ma voisine, Patricia, sur le plus. Dans tous nos investissements, nous ne voyons pas que l'innovation technologique, nous sommes un investisseur à impact global. Ça veut dire que c'est un très grand virage que nous prenons, parce que c'est exigeant, et nous essayons par exemple, de faire le rating de tous nos nouveaux investissements, même si nous accélérons les investissements massivement sur le territoire. Moi, j'ai pris une direction il y a 2 ans qui investissait 250 millions d'euros, j'investis 1,2 milliard. En tant que minoritaire, ça fait x7. Donc nous sortons 7 milliards d'investissements du territoire, notamment dans la Smart City, dans une exigence d'impact et de neutralité croissante. Donc ça ne veut pas dire qu'on y est à chaque fois, mais il y a des exigences très fortes. Et je pense que nos co-investisseurs, qui sont souvent les grands groupes, Engie, Schneider, nous avons accéléré ces investissements avec des grands groupes et également avec des PME. Et je pense qu'on a encore beaucoup à faire. Et quand nous sommes dans la gouvernance des projets locaux, nous avons cet entraînement à l'exigence et cet entraînement également au partenariat entre les grands groupes et les PME avec, pour nous, ça veut dire quelque chose, Small Business Act. Ça veut dire que quand nous sommes dans une société locale, délégataire, au capital d'un délégataire, co-investisseur, nous exigeons dans les sous-contrats le respect d'un certain nombre de règles, dont celui d'embarquer des PME et des TPE dans la Smart City.
Merci beaucoup pour ce qui pourrait être une forme de définition finalement de la Smart City à la française. Merci à tous et toutes.